il faudrait changer la pédagogie, il faudrait faire des réformes. Et Rothbard dit non, tout ça, c'est complètement faux. Ça, c'est de la technicité, c'est pas ça le le problème. problème est structurel. Le problème est structurel, c'est que l'éducation est un monopole. Et tant qu'il sera un monopole, eh bien, il ne pourra pas fonctionner correctement. L'État ne produit rien, il ne crée pas de richesse, donc il vole l'argent et puis il le distribue à des profs. Alors, je ne mets pas en question, évidemment, la valeur et le mérite de tous ces enseignants. J'en connais quand même beaucoup et qui sont des personnes vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais il y a une frustration terrible, justement, d'être dans un système qui pousse à la médiocrité, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est quelqu'un, d'ailleurs, quand on le voit un peu dans les vidéos, dans les photos, quelqu'un de très rond, qui était un bon vivant, qui aimait, alors qui est très souriant, qui est toujours en train de faire des plaisanteries, de rigoler. Donc quelqu'un qui avait une vraie chaleur humaine, et tous les gens qui l'ont approché ont été fascinés par le côté sympathique et chaleureux du bonhomme. Il repense la justice sociale dans le cadre d'un individualisme et d'une philosophie de la liberté fondée sur le droit naturel. Cette notion d'école gratuite et obligatoire, elle prend naissance dans un contexte de conflit militaire entre la France et la Prusse notamment, où l'humiliation des Prussiens amène les généraux qui ont perdu la guerre à identifier parmi les responsables le peuple qui n'est pas assez discipliné. Et donc, pour reprendre les choses en main, eh bien, on décide de faire de l'instruction obligatoire un outil finalement militaire qui va permettre de former des bataillons bien disciplinés. L'école, c'est une institution sociale qui existe et qui a sa légitimité indépendamment de l'État. Damien, bienvenue, c'est vraiment un plaisir de te retrouver à nouveau sur le podcast. Je suis content que tu puisses m'accompagner dans cette réflexion autour de l'État et de l'éducation notamment. C'est vraiment ton métier, donc c'est assez naturel pour toi. Oui, j'aime bien quand tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est un beau métier d'enseigner. C'est un beau métier. Malheureusement, c'est devenu une fonction publique, et je pense que ce changement qui date à la fin du 19e siècle, ça a complètement dénaturé ce métier, en fait. Ça. On va en parler, je pense. Mais c'est vrai que nous, on a la chance en France, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de joie à avoir trouvé dans la communauté des Bitcoiners des gens comme toi, des gens comme Yorick de Montbine, qui sont vraiment dans la transmission de savoirs précieux, des savoirs qui sont intimement liés à notre condition d'être humain, qui sommes voués à être libres, ou en tout cas à exprimer toujours plus de liberté. Et là, vous nous transmettez des connaissances qui sont hyper importantes, qui font partie de notre héritage culturel, mais qui sont totalement étouffées aujourd'hui, ou en tout cas occultées. Eh bien, écoute, merci. Merci, c'est sympathique. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de discuter de ce livre, L'éducation libre et gratuite, Education Free and Compulsory. Un petit livre, d'une centaine de pages à peine que j'ai choisi de lire sur le podcast. Alors, c'est un thème qu'on a déjà abordé tous les deux. En tout cas, c'est un thème qui a été déjà largement abordé dans les épisodes 98 et 99 du podcast, où j'ai pu lire et commenter avec Daniel Prince et François Mullet tout un chapitre de l'Étalion Fiat de Saif Dinamous, qui était consacré à l'éducation et à la science. C'était très intéressant. Et à cette occasion, si tu veux, Daniel Prince avait vraiment insisté pour que je lise ce petit livre de Rothbard. Alors, j'ai suivi son conseil. Je t'en ai parlé assez rapidement, sachant que c'est vraiment un sujet que tu connais très, très bien. Et puis, c'est à cette occasion que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un livre que vous avez traduit à l'Institut Copé. Voilà. Mais effectivement, tu es professeur de philosophie et toutes ces questions d'éducation, de transmission, comme tu disais, de liberté, c'est au cœur de ta vie.
Là, si j'ai bien compris, tu es un petit peu dans un tournant Ouais. de ta vie professionnelle. Tu donnes une nouvelle orientation à ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce changement? Oui, et ben, écoute, voilà, j'ai quitté l'éducation nationale, donc ça, c'est effectivement un tournant, important après 30 ans de bons et loyaux services. Alors c'était un projet que j'avais depuis un certain temps, que je mûrissais, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que, effectivement, l'éducation nationale est un monopole et comme, tout monopole, il incite à l'immobilisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'incitation à innover, à prendre des De risques. se remettre en question véritablement, oui, c'est ça. Voilà, il y a pas d'incitation à travailler, parce que quel que soit l'investissement, on est payé de la même façon. Et donc tout porte à vraiment à l'infantilisation. Et alors d'autant plus qu'il y a un vrai problème moral aussi, c'est qu'on est payé avec de l'argent volé. C'est-à-dire, voilà, l'État ne produit rien, il ne crée pas de richesse, donc il vole l'argent et puis il le distribue à des profs. Alors, je ne mets pas en question, évidemment, la valeur et le mérite, hein, de tous ces enseignants. J'en connais quand même beaucoup et qui sont des personnes vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais il y a une frustration terrible, justement, d'être dans un système qui pousse à la médiocrité, en fait. C'est ça qui est Mmh. terrible. Voilà. Et donc, moi, j'ai quitté ce système et désormais, eh bien, je vends mes prestations, c'est-à-dire je crée des contenus, je crée des cours. Et ça, c'est le miracle d'Internet. Ce serait absolument pas possible sans Internet. Alors, c'est vrai qu'il existe quelques petites écoles hors contrat qui sont vraiment des écoles libres, mais aujourd'hui, c'est principalement dans le primaire et il y a très peu de choses au-delà. Ouais, Parce que c'est de toute façon très, très surveillé, c'est ça. restreint, limité. On en parlait avec, Daniel Prince, l'autre jour. Il y a tout de même quand même pas mal d'exigences programmatiques, et peut-être même méthodologiques qui pèsent sur ces écoles, hors Oui, oui, contrat, hein. Il y absolument. a quand même, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Ah bah non, Et non, non, donc, non. tu peux nous en dire un petit peu plus sur, le type de client à qui tu Alors, vas, oui, vendre tes services? alors j'ai un client principal qui est Plan B Network, et donc qui est une plateforme académique en ligne qui propose des cours gratuits et de la formation sur Bitcoin et tout ce qui a trait à Bitcoin, tout ce qui va concerner l'éducation, enfin, la philosophie, le droit, l'histoire, C'est ça. l'économie. C'est ça, et c'est une Alors, plateforme qui a pour origine, ou plutôt à l'origine de cette plateforme, on a un entrepreneur français, qui avait développé l'académie Découvre Bitcoin et puis qui là, a Robzi, donné un rayonnement, c'est ça, un rayonnement international à cette initiative. ouais. Il est soutenu par un acteur très important du secteur, Bitcoin crypto. Hem et effectivement, ce que les gens ne savent pas, ne reconnaissent pas immédiatement, c'est que Bitcoin, c'est pas juste un objet, une innovation technologique, effectivement, c'est une technologie, mais qui prend tout son sens lorsque on l'examine, heu, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique, d'un point de C'est vue ça. aussi des sciences sociales, avec tout un regard sur l'histoire, quoi, en fait, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la partie technique, technologique, il y a la partie business, et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Bitcoin pour le business et la finance, mais nous, ce qu'on veut, c'est développer la partie sciences humaines. Pourquoi? Parce que Bitcoin est aussi un projet de société, en fait, hein. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une Mmh. réponse à un certain nombre de dysfonctionnements de la société et de la civilisation de manière générale. Alors voilà, on ne va pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais alors moi, je suis responsable du département sciences sociales, sciences humaines, et donc je crée des cours, mais aussi je recrute des collègues, des professeurs qui vont eux-mêmes créer leurs cours sur Plan B Ouais, Network. ouais, ouais. Et pour faire le lien entre Bitcoin et puis ce livre, «L'éducation, gratuite et obligatoire» de Murray Rothbard qu'on va étudier là aujourd'hui, on peut dire que, Bitcoin finalement c'est la
première fois peut-être dans l'humanité qu'on a une véritable alternative à des monopoles d'État sur la gestion de la monnaie Ouais. et qu'on a la possibilité de retrouver un outil un petit peu comme a pu l'être l'or, un outil assez fiable, une monnaie saine qui est adaptée à l'ère numérique et qui redonne aux hommes leur liberté d'exprimer leurs préférences en commerçant avec qui ils veulent, quand ils veulent, dans des conditions qu'ils déterminent eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est extrêmement important pour que les individus et les groupes qui forment puissent exprimer toute leur créativité, quoi. Voilà, et alors c'est exactement la même chose dans le domaine de l'école. Ce livre de Rothbard nous invite à séparer l'État et l'école, comme également, d'ailleurs, il a écrit un livre sur la monnaie, État, qu'as-tu fait de notre monnaie, où il dit qu'il faut également séparer l'État et la monnaie. Eh bien, en séparant l'État et l'école, on rend aux parents la responsabilité de faire leurs propres choix, Ouais. selon leurs convictions, selon leurs moyens, selon leurs calculs économiques aussi, et selon leurs préférences. Oui, puis on fait le pari qu'il y a une intelligence collective, parmi nous tous qui va permettre l'émergence d'entrepreneurs et le marché va C'est ça. sélectionner les meilleurs et chacun va s'orienter vers la solution qui convient à ses enfants et cetera. Voilà, c'est vraiment une prime à la compétence et au travail, parce qu'il y a de la concurrence. À partir du moment où il n'y a Mmh. plus de monopole, il y a de la concurrence et on sait très bien que la concurrence, elle stimule l'intelligence. C'est Voilà, Frédéric Bastiat qui disait, «Tuer la concurrence, c'est tuer l'intelligence» et ouais, ça vraiment l'école pour ça est un exemple extraordinaire. ouais. Alors ce qui est très intéressant, c'est tu nous montrais tout à l'heure la la couverture du livre. Oui, Peut-être que tu peux nous le présenter à nouveau. Il est disponible, bah, voilà. partout, hein. On peut le trouver, je pense, à la Fnac, sur Amazon et cetera, mais on peut exactement également le trouver sur, le site de l'Institut Copé, c'est ça? Il est Voilà, aussi sur le site disponible des en éditions de l'Institut Copé, où il est disponible en téléchargement, pour le format numérique ouais et et en version papier sur Amazon. et alors ce qui est très intéressant, c'est que, à peu près dans un même temps, vous avez publié, un essai Oui, d'Olivier Ledoy, dont on parlera tout à l'heure, qui a, vraiment, effectué une analyse, extrêmement pertinente, de ce livre, en fait, qu'il a transposé. Il a transposé l'analyse de Rothbard au contexte français. Alors, c'était dans les années 2012-2013. Ça oui, reste extrêmement actuel. ouais, Donc, c'est la raison pour laquelle j'en lis quelques extraits aussi, ouais. dans les épisodes là du podcast, et on en parlera aussi parce que je pense que c'est, il a beaucoup de Oui, valeur cet essai qui est disponible aussi, qu'on peut télécharger sur le site, ouais. des éditions Institut Copé, ouais. Oui, bah, Olivier, donc c'est un vieil ami, quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, pour le développement de l'Institut Copé et parmi, justement les études et les travaux qu'il a écrits, eh bien, il y a cette étude sur le livre de Rothbard où en fait il essaye d'en saisir tout l'esprit en fait, hein. Il essaye de retravailler, les thèses et les arguments fondamentaux, ainsi que la partie historique. Parce que c'est vrai que dans ce livre, il y a une grande partie historique, qui concerne un peu la France, mais beaucoup les États-Unis. Et Olivier donc a essayé de présenter en développant un peu la partie concernant la France. Ouais, 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 ouais. On va revenir là-dessus, mais Ouais. c'est on va revenir là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous présenter en 2 mots, l'auteur, de ce livre, Murray Rothbard? Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà, lors d'épisodes précédents, à travers lesquels on parlait de l'anatomie de Oui. l'État. Mmh. Donc, les nos les ceux que ça intéresse peuvent aller, suivre ces épisodes, de ce livre qui est également passionnant, où on décrit beaucoup plus en détail, l'auteur. Mais peut-être tu peux nous rappeler un petit peu qui est ce personnage? Oui, alors il est né en 1926, il est mort en 1995. Il est né de parents immigrés, son père était polonais, sa mère était russe. Il est né dans le Bronx, donc une famille juive modeste. Et il a fait un doctorat d'économie
à Columbia University, et déjà, en fait, sa thèse de doctorat portait sur l'histoire de l'économie. Il s'est intéressé à la toute première crise bancaire au XIXe siècle, et également, il a fait des études de philosophie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que finalement, c'est quelqu'un qui est très complet, c'est-à-dire qu'il est économiste, historien et philosophe. Ouais, et ça se ressent Et oui, extrêmement dans ses écrits. Il y a ce côté interdisciplinaire qui permet une transmission de savoir, de perspectives différentes, c'est et ça. c'est super, super Et oui, intéressant, ouais. et c'est ça qui fait tout son intérêt et son style justement, c'est qu'il est capable de croiser les disciplines, et c'est Hayek qui disait: «Un bon historien doit être, philosophe, et un bon philosophe doit être historien», heu, ou économiste d'ailleurs, hein, les 3 en fait, vont ensemble. Donc Mmh. parce qu'il s'agit toujours de l'homme finalement. De quoi parle-t-on? On parle de l'homme, hein, de l'être humain, de la personne humaine et de la société. Voilà, donc ces problèmes sont interdépendants et ne peuvent pas être séparés. Une économie qui serait mathématisée, purement mathématisée, positiviste, eh bien serait extrêmement, desséchante, et passerait à côté en fait de l'essentiel. C'est ça, et puis on lui reproche parfois justement d'avoir un caractère, de donner un caractère très moral à ses analyses, mais bien évidemment, c'est probablement ce qu'il recherche, parce qu'il Oui, absolument, recherche ce ouais. qui est bon pour l'homme, et donc il se sert aussi des disciplines. Il porte un jugement, il a une vision pour l'homme. En l'occurrence, tu vas pouvoir nous l'expliquer, mais c'est Oui, quelqu'un qui a été qui a eu une influence assez significative sur le courant libertarien, et oui. cetera. Il porte un idéal pour l'homme, hein. Oui, 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 et alors, bien sûr, il a beaucoup reçu de Ludwig von Mises. Il a assisté à ses séminaires dans les années, 50, 60, lorsque Mises a émigré aux États-Unis, et il a été vraiment, son disciple. Simplement, il a voulu, sur certains points, approfondir et développer, des domaines, par exemple, justement, le domaine, moral, le domaine philosophique et moral, le domaine politique, qui ont été un peu moins abordés par Mises. En fait, il y a aussi le fait que Mises était plutôt utilitariste, c'est-à-dire il considérait que le marché libre était heu, la meilleure solution, pour une société, pacifique et Mmh mh. prospère. Ah, bien sûr, avec ça, Murray Rothbard est d'accord, mais il considère qu'il faut développer aussi un argument moral. Souvent, la morale est laissée à la gauche. Or, justement, il avait le souci de ne pas laisser à la gauche l'argument moral et de le développer également en faveur du libre marché. Donc C'est une ça, question de ouais, justice. c'est ça. On a eu l'impression, peut-être effectivement, pendant les décennies passées, que la droite incarnait, sans doute plutôt, les vertus de bons administrateurs, de bons gestionnaires, responsables, et cetera, mais qui n'étaient pas vraiment porteurs, d'une vision, d'un projet, Un projet de justice sociale. Alors ouais, c'est évidemment, le mot ça, justice c'est ça. sociale, il a été monopolisé par la gauche et il a été, dénaturé dans un sens collectiviste. Oui, c'est devenu, Mais une forme ça renvoie à oui, l'égalitarisme aujourd'hui. c'est ça, et à la spoliation finalement. Ouais. Mais justement, ce qui est très, très intéressant chez Rothbard, c'est que, il repense la justice sociale dans le cadre d'un individualisme et d'une philosophie de la liberté, heu, fondée sur le droit naturel. Ouais, et donc juste pour conclure cette présentation de Rothbard, tu nous parlais tout à l'heure, de l'importance de la concurrence, pour que l'homme, eh bien, soit toujours plus créatif et résolve de la Mmh, meilleure manière les problèmes qu'il rencontre. Et donc, ce besoin de concurrence, mmh. c'est poussé, du moins l'analyse de cette question est poussée quand même assez loin par Rothbard, qui promeut, la fin de tous les monopoles d'État, Oui. et qui est-il le créateur de ce mouvement, anarcho-capitalisme? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu lui qui est à l'origine de ce mouvement? Mmh, c'est-à-dire qu'il l'a pas inventé, en fait. Il l'a trouvé déjà dans l'histoire, hein. Notamment, il dit que le tout premier, c'est Gustave de Molinari, au XIXe siècle, qui est le grand disciple de Bastia. Et c'est intéressant parce que Molinari, a poussé finalement la philosophie de Bastia, dans
jusqu'à ses plus extrêmes conséquences, à savoir que si la loi instaure des monopoles, elle est spoliatrice, hein, nous dit Bastia. Et donc, Molinari dit, mais dans ce cas-là, allons jusqu'au bout. Le monopole de la sécurité ne peut pas exister. Il ne faut pas critiquer les monopoles et en même temps accepter celui-ci. Donc, Molinari a été le premier à montrer qu'on pouvait envisager ce qu'il appelle la liberté de gouvernement ou la production privée de sécurité, à savoir que, eh bien, il faut privatiser tous les services publics, y compris celui de la police, de la justice et de l'armée. Oui. Murray Rothbard a fait la même chose avec Mises. Il a dit, mais écoute, Mises, finalement, il a raison sur tout, sauf que il conserve cette idée d'un État minimal et d'un État qui aurait un ce qu'on appelle le minarchisme. Le minarchisme, oui, c'est okay. ça. L'État minimal. Recentré sur ses fonctions régaliennes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'incohérence à vouloir critiquer l'autorité de l'État sur tous les sujets, sauf sur un. Bon, pourquoi et est-ce que on ne pourrait pas envisager justement que le marché, eh bien, prenne en charge ces fonctions régaliennes, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les fonctions régaliennes ne sont pas supprimées. Il faut bien comprendre que l'anarchisme ne dit pas que elles peuvent être déléguées contractuellement à des acteurs privés. Ouais. Ne dit pas qu'il n'y a pas de loi, ne dit pas qu'il n'y a pas d'usage de la force. Non. Mais tout ça doit être pris en charge par le marché et non pas monopolisé par des agents fonctionnaires. Deux mots sur la personnalité du bonhomme, parce qu'effectivement, son analyse, elle est très puissante. Hein. Elle est assez accessible aussi, puisque le style est vraiment accessible. Je veux dire, contrairement à Mises, qui est difficile à lire, je trouve que Rothbard est très facile. Le bonhomme, c'était quoi comme genre de personnage? C'est quelqu'un, d'ailleurs, quand on le voit un peu dans les vidéos ou dans les photos, quelqu'un de très rond, qui était un bon vivant, qui aimait, alors qui est très souriant, qui est toujours en train de faire des plaisanteries, de rigoler. Donc quelqu'un qui avait une vraie chaleur humaine, et tous les gens qui l'ont approché ont été fascinés par le côté sympathique et chaleureux du bonhomme. Ouais, je trouve ça important. Hein. Pour moi, c'est aussi un signe d'intelligence. Tu vois, quand je vois le nouveau Premier ministre canadien qui s'est fait élire, là, Carney, quand il sourit, quand il danse et tout, je ne vois pas une grande spontanéité. On sent que c'est pas totalement incarné, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est très rassurant chez des intellectuels de voir qu'ils ont, au niveau émotionnel, un bon équilibre et une capacité d'empathie, de communication avec les autres, quoi. Voilà, alors à côté de ça, il était très radical. Et justement, j'aime bien ce mot radical parce que ça vient du latin radix, la racine. Ça veut dire qu'il va à la racine des choses. Pour lui, il faut commencer par poser un certain nombre de principes qui sont comme des axiomes, en fait, des axiomes fondamentaux qui sont conformes à l'expérience la plus universelle. Et partant de ces principes, eh bien, on va déduire un certain nombre d'affirmations, de thèses, de conséquences. Et à partir du moment où les principes sont véridiques, où ils ont été éprouvés et logiquement justifiés, eh bien alors, il faudra accepter toutes les conséquences comme étant vraies. D'accord. Si les principes sont vrais, les conséquences sont vraies. Tu peux nous en citer un ou deux des principes de cet ordre pour qu'on se rende compte de quoi il s'agisse? Par exemple, à partir du moment, justement, on va reprendre la question de l'État, mais à partir du moment où l'État est défini comme un agresseur, alors évidemment, là, il peut y avoir un débat sur ces prémices, hein, mais la prémisse de Rothbard, c'est que l'État est né de la conquête. Hein, il est né de la conquête, c'est-à-dire que voilà, c'est l'appropriation par la force de la richesse. Bon. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, il faut en déduire que l'État n'est pas légitime pour faire des lois, pour exercer l'autorité, pour enseigner et pour diriger l'économie. Ben voilà, donc, évidemment, ça paraît difficile à concevoir, hein, mais
la question est, allons à la racine. La racine, c'est est-ce que véritablement on peut justifier l'autorité de l'État, ou est-ce que l'État est criminel intrinsèquement et par nature? C'est Et ça. évidemment, c'est là-dessus qu'il faut Et débattre. effectivement, c'est là où la réflexion, où chacun doit mener cette réflexion qui est inconfortable. Moi, je me souviens qu'au tout début, lorsque j'ai étudié cette notion, je me suis dit: «OK, comment ça a pu se passer?» On essaie de s'imaginer comment, lorsque l'homme se sédentarise et qu'effectivement il accumule des stocks de grains et cetera, des richesses, du capital, comment ça se passe? Il est plus vulnérable puisqu'il peut se faire voler par des brigands et cetera, et donc il va y avoir, il va dépendre finalement de groupes, qui vont assurer sa protection, mais qui vont être en même temps un peu la mafia, qui Mmh. vont lui chipper une bonne partie de ce qu'il gagne, et donc ce proto-gouvernement, qui est pas forcément nécessairement malveillant dans tous les cas, dans de nombreux cas, il succombe quand même à la tentation d'en prendre Mmh. plus et d'en faire moins, et au début, là où ses services, c'est essentiellement, défendre, le groupe, et bien progressivement, il va s'octroyer plus de responsabilités et il va lever plus d'impôts, et donc c'est là où on parle vraiment de spoliation Mmh. progressive, quoi, hein. Mmh. C'est ça? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et pour te donner un autre exemple, c'est la question de la propriété privée. Là aussi, remonter à l'origine de la propriété privée, c'est remonter à la racine des choses. Pourquoi la propriété privée est légitime? C'est une vraie, vraie question, qui va commander ensuite toute notre vision de la société, de l'organisation sociale, politique et économique. Oui. Donc, le droit de propriété, sur quoi il repose? Et en fait, ça, c'est une question que Murray Rothbard va traiter longuement dans, par exemple, l'éthique de la liberté. Ouais. Heu, Et ça, c'est passionnant, effectivement, bah et oui. c'est grâce à vous, c'est grâce à des gens comme toi. Il y a Ulrich Fromy aussi, heu, qui échangeait sur ce sujet avec Giacomo Zucco dans une interview, je mettrai un lien là, c'est en anglais, mais c'est passionnant, où Giacomo prend une métaphore intéressante. Il explique qu'effectivement, la propriété privée, c'est un droit naturel, c'est une loi pratiquement cosmique au même titre que la gravité. Il dit: «La gravité, elle a toujours existé, simplement les hommes, au fil des siècles, ont appris à la comprendre, à l'exprimer Mmh. scientifiquement, à l'utiliser à dessein, à en tirer profit de cette Mmh. compréhension de cette loi». Et la propriété, c'est quelque chose, qui existe probablement en germe, et c'est ce vers quoi l'homme, qui est aussi un animal, doit tendre, puisque c'est sa vocation, c'est d'exprimer tout son potentiel, et ce potentiel humain, il passe par la reconnaissance, de la propriété qu'il a de son propre corps, et donc Voilà. des outils qu'il développe et de ce En qu'il fait, développe là, avec ses outils et cetera, ça quoi. ça, c'est très important. C'est-à-dire que la racine même de la propriété des choses, c'est la propriété de soi. Hein, c'est ça Mmh. toute l'argumentation. C'est de dire, et c'était déjà chez Bastiat, hein, c'est-à-dire que, Rothbard n'a rien inventé, hein, Ouais. c'est de dire que, je suis propriétaire de moi-même, de mes facultés, de ma pensée, de mon corps, et je ne suis pas l'esclave des autres. Et si je reconnais ce point, alors tout ce que je vais produire par moi-même, par mes facultés et par mon corps, eh bien, m'appartient tout autant, et nul ne peut me spolier sans ma permission. Enfin, nul ne peut me prendre ce qui m'appartient sans mon consentement. Voilà, donc là, en fait, c'est ce petit échange qu'on a là, en introduction à notre conversation sur le livre. En fait, ça met bien en lumière quand même le fait que dans toute cette approche méthodologique de Rothbard, qui partage bien sûr avec l'économie autrichienne, Mmh. Mises, des gens comme ça, il y a ce souci constant de revenir à la base. Quels sont les axiomes de base? Mmh. Quels sont Mmh. les arguments, les vérités sur lesquelles on peut s'accorder, et à partir de là, on développe, une analyse beaucoup plus, approfondie, spécifique, en se servant des différentes disciplines, et donc ça donne lieu à des analyses passionnantes. Qu'est-ce que Murray Rothbard, nous propose justement, comme analyse, dans ce livre, «L'éducation obligatoire et gratuite»? Quels sont les Oui. thèmes qui sont abordés? Alors,
Donc ce livre, il l'a écrit dans les années 70, je crois que c'est en 71, hein, en 1971. Ouais. Et c'est une époque pendant laquelle il a écrit énormément d'articles. Dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, il a écrit des milliers d'articles dans différentes revues. Et puis ensuite, il a écrit des livres majeurs. Hein. En 73, par exemple, c'est le manifeste libertarien For a New Liberty. Ouais. Et puis quelques années après, l'éthique de la liberté. Et donc là, au départ, c'est un article, ou une série d'articles en tout cas, dans lesquels, en fait, il répond à des objections qui sont souvent faites, ou tout simplement à des affirmations fausses, à des idées fausses. Voilà. La première idée fausse, c'est de croire que le problème de l'éducation, c'est un problème conjoncturel. Problème conjoncturel, c'est-à-dire que finalement, certains disent qu'il faudrait plus de budget, il faudrait plus d'argent public, et tout irait mieux. D'autres disent, bah non, c'est un problème de pédagogie, il faudrait changer la pédagogie, il faudrait faire des réformes. Et Rothbard dit non, tout ça, c'est complètement faux. Ça, c'est de la technicité, Mais c'est pas oui, ça le le problème. problème est structurel. Le problème est Mmh. structurel, c'est que l'éducation est un monopole. Et tant qu'il sera un monopole, eh bien, il ne pourra pas fonctionner correctement. Voilà. Et donc, on aura C'est ça. toujours des dysfonctionnements. Donc pour Ça, c'est résumer, la c'est une première idée c'est fausse. une critique de l'éducation de l'État qui juge profondément inefficace. Ça part de là, en fait? Non seulement inefficace, mais injuste aussi, au bout du compte. Mais oui, à partir du moment où c'est un monopole, il est voué à l'inefficacité, parce que, il y a pas de concurrence. Donc s'il n'y a pas Ouais. de concurrence, il n'y a pas de créativité, on l'a dit, mais Ouais, surtout, ouais, ouais, il ouais. n'y a aucun moyen de faire un calcul, économique correct. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer, le véritable prix de C'est l'éducation. ça. Et puis il y a pas de feedback direct, c'est-à-dire les principaux concernés, les parents des enfants ont pas tellement leur mot à dire, Oui, leur ça critique va conduit. difficilement être entendue. Les gars qui sont chargés de contrôler, ça va être l'inspection académique et cetera. Et avec tous les syndicats et tout, ça on a des institutions qui sont pas tellement incitées à remettre profondément en question le système, quoi. Non, et puis c'est ça, dans les années 70, on a vu, et c'est le cas aussi en France, hein, on a vu donc des augmentations massives de budget pour l'éducation. Hein, c'est-à-dire que le coût d'un élève est passé de 2 000 $ à 10 000 $, je crois, quelque chose comme ça, par an. Bon, enfin, et puis parce que les syndicats, évidemment, réclamaient ces augmentations. Parce que là aussi, à partir du moment où on a un monopole, eh bien, ce monopole, il est la proie de corporations qui se disputent en fait le gâteau, quoi, hein. Donc les syndicats, évidemment, cherchent à augmenter le plus possible les subsides. Et puis on a des réformites, la réformite aiguë, hein, c'est-à-dire que tous les ans, il y a un haut fonctionnaire qui fait une réforme et on croit que ça va aller mieux, alors qu'en fait, ça va de mal en Et pis, il va quoi. laisser son nom dans l'histoire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc le problème n'est pas conjoncturel, il est structurel, hein, dit Rothbard. Et le deuxième point, c'est que, autre idée fausse, on dit souvent l'éducation est une chose trop importante pour être laissée au marché. C'est pas bien, hein, de laisser le marché gérer, parce que on dit l'éducation n'est pas une marchandise, donc non, il faut que ce soit l'État. Ouais, c'est ça Et donc là, mmh, Rothbard dit, bah, le point de départ est vrai, l'éducation est une chose très importante, en effet. Pourquoi? Parce que c'est la formation d'un capital intellectuel, la formation et la transmission d'un capital intellectuel. Or, ce capital intellectuel, c'est ça qui va conditionner la prospérité et même plus que ça, je dirais la paix dans une société, l'harmonie sociale. Hein, plus les gens sont éduqués, cultivés, et plus effectivement la coopération pacifique est possible. Donc en effet, c'est quelque chose de très important, et c'est justement parce que c'est très important qu'il ne faut pas le laisser à l'État. ouais. Surtout pas. Voilà. C'est Hein, comme donc, c'est comme Milton Friedman qui disait à propos de la monnaie est un sujet bien trop important pour qu'il soit confié aux mains des banques centrales. ah ben voilà, c'est exactement la même chose. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc moi, c'est ce que j'appelle le sophisme non sequitur, hein, c'est-à-dire un sophisme dans lequel les prémices sont vraies, mais la conclusion est fausse. Mmh. Ce qui est vrai, c'est de dire qu'en effet, l'éducation est une clé fondamentale dans le progrès d'une société. Mais ce Ouais. qui est faux, c'est de croire que, d'une part, que les parents seraient incapables de prendre les bonnes décisions,
et deuxièmement, de croire que seul l'État est capable de gérer l'éducation et de la prendre en charge. Ouais, C'est ouais, ouais. deux conclusions totalement fausses. OK, et comme souvent, avec Rothbard, il y a ce travail, d'historien, qui nous permet de faire une sorte de généalogie de l'éducation, Mmh. d'État, et là qui nous amène aux origines, de l'école gratuite et obligatoire, et il nous fait voyager en Europe, et on comprend qu'au tout début, l'éducation avait pas dû a jamais eu vocation. Ouais, explique-nous quelle était la vocation première de l'école obligatoire? Comment c'est né et Alors, comment ça a évolué? oui, alors en France, c'est né avec Napoléon, hein, notamment. Napoléon a voulu rendre effectivement l'école obligatoire. Donc ça a fonctionné pendant quelques temps, mais c'est tombé en désuétude. Et puis c'est revenu avec Jules Ferry et avec la Troisième République, avec, avec le socialisme en fait. Hein, Mmh. parce que dans le cas de Napoléon, il s'agissait donc d'inculquer aux enfants les principes de la République. C'est un révolutionnaire, c'est un jacobin, hein, donc il faut en quelque sorte qu'il y ait une doctrine officielle qui soit inculquée, c'est une forme de propagande. Et puis chez les socialistes, bah, c'est la même chose, mais simplement les principes sont différents. C'est inculquer l'égalitarisme, l'idée que l'État est émancipateur. Voilà, hein. La grande idée, c'est que on ne peut s'émanciper que dans et par l'État. Voilà. Et ça, C'est cette ça. idée, elle est martelée, et l'école gratuite et obligatoire sert à ça, uniquement à ça. Mmh. Ce qui est assez visible, c'est assez limpide, l'analyse. On comprend que cette notion d'école gratuite et obligatoire, elle prend naissance dans un contexte de conflit militaire. C'est assez limpide, l'analyse. On comprend que cette notion d'école gratuite et obligatoire, elle prend naissance dans un contexte de conflit militaire. C'est assez limpide, l'analyse. On comprend que cette notion d'école gratuite et obligatoire, elle prend naissance dans un contexte de conflit militaire entre la France et la Prusse notamment, Oui, oui, où l'humiliation des Prussiens amène les généraux qui ont perdu la guerre à identifier, parmi les responsables, le peuple qui n'est pas assez discipliné. Et donc, oui, pour reprendre les choses en main, eh bien, on décide de faire de l'instruction obligatoire un outil finalement militaire, non, qui va permettre de former des bataillons bien disciplinés. Et ça se révèle assez mmh. efficace comme approche, puisqu'ils gagnent Exactement, ouais. la prochaine série de batailles. Et les Français font la même analyse. Et du coup, de part et d'autre du Rhin, et un peu partout en Europe, on comprend les vertus de l'éducation d'État, pour former une population bien disciplinée, bien homogène, pour finalement forcer une conversion. Oui, Et c'est ça. voilà. Oui, oui, alors Jean Calvin, un Français, hein, mais qui a sévi en Suisse, il a effectivement créé des écoles gratuites et obligatoires pour inculquer les principes du calvinisme et du puritanisme, etc. Ouais, 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 c'était le but. Donc la C'était motivation première, c'est pas d'émanciper l'individu et de révéler le potentiel de chacun. Il y a forcément qu'il y a l'instruction va servir l'individu et le groupe, ne serait-ce qu'au niveau économie, mais donc l'objectif était premièrement militaire. Et puis ensuite, comme tu le disais, que ce soit aux idéologique. États-Unis ou en Europe, il y a une dimension socialiste, hein. Il y a un projet socialiste qui, utilise l'école, quoi, non? Oui, oui, bien sûr, puisqu'en fait le projet socialiste, c'est d'égaliser, hein, en partant du postulat que les hommes sont égaux naturellement, ce qui est un D'effacer les différences, c'est ça. ce qui est faux, hein, les hommes ne sont pas égaux. Et comme il y a des différences qui subsistent et des inégalités, bien pour eux, c'est simplement à cause de l'oppression, à cause de la méchanceté des hommes qu'il y a des inégalités. Donc l'école va être un outil pour corriger ces inégalités et pour rendre à nouveau la société telle qu'elle devrait être selon leurs utopies, quoi. Ouais. Alors tu nous parlais un petit peu du contexte de l'écriture de cet ouvrage par Rothbard. Ça s'est fait par le biais d'articles, qui étaient publiés dans The Individualist, une revue libertarienne. Et ça s'est fait dans une période où il y avait un certain nombre de changements
qui a un certain nombre de changements dans le système éducatif américain avec l'émergence de l'enseignement à domicile aux États-Unis. On était dans une période de critique déjà de l'éducation obligatoire avec la promotion d'alternatives Oui. privées, c'est ça? Alors, ce qu'on appelle le homeschooling, c'est quelque chose qui est né dans les milieux conservateurs religieux américains, parce qu'à l'origine, c'était pour essayer de soustraire leurs enfants justement à la propagande laïque et puis socialiste, en fait. Hein, C'est ça, tout qui cet sévissait dans les écoles. endoctrinement, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc, c'est d'abord venu de familles protestantes très conservatrices qui voulaient donner un autre enseignement à leurs enfants. Donc, ce mouvement du homeschooling s'est développé par la suite d'une façon fulgurante aux États-Unis et il s'est développé dans tous les milieux sociaux, culturels. Tout le monde a des raisons de considérer que l'école publique, finalement, elle désinforme les enfants et puis elle ne les prépare pas en fait à la vie. Et que donc, alors, les parents se sont organisés. Moi, j'ai été aux États-Unis dans une famille à une époque, bon, ça remonte, hein, mais c'était incroyable parce que c'était une famille où le père était prof d'histoire à l'université. Oui. Et en fait, il a quitté l'université pour s'occuper à temps complet de ses enfants, c'est-à-dire pour les former, faire l'école à la maison avec son épouse. Et en même temps, comme il fallait bien gagner sa vie, eh ben, il faisait du trading. Donc, la nuit, il faisait du day trading, ce qui est quand même assez difficile et stressant. Donc, la nuit, il faisait du trading et le matin, il s'occupait de l'école avec ses enfants. Et l'après-midi, il allait se reposer. C'était sa femme qui prenait le relais. Et ça fonctionnait comme ça. C'était incroyable. Incroyable. C'est ça. Ça, c'était quand même... c'est impressionnant. Alors, cela dit, ils se sont aussi beaucoup organisés en quartier. C'est-à-dire que les familles ont commencé à s'associer entre elles pour justement partager un peu les tâches, les compétences. Et donc, il y a même des associations qui se sont créées avec des programmes scolaires pour le homeschooling, avec des vidéos, avec des livres. Il y a tout un business aussi, de maisons d'édition pour... Enfin, c'est absolument extraordinaire, la créativité qu'il y a là-bas. Et tu peux nous dire 2 mots sur les charter schools? On en entend parler, mais je comprends pas, j'ai pas trop fouillé ce que c'était. Alors, ce sont des écoles qui restent subventionnées par les fonds publics, mais qui ont une vraie liberté de choisir leurs élèves, leurs profs et leurs méthodes. Ça, Thomas Sowell, il met souvent en avant ce système des charter schools qui serait beaucoup plus efficace que... C'est je dirais, c'est un intermédiaire entre l'école publique et l'école hors contrat, c'est-à-dire l'école totalement privée. Là, on est sur un milieu, disons, qui peut progressivement, en effet, permettre de sortir du système. Il y a également les bons scolaires, hein, les chèques éducation, ce qu'on appelle les chèques éducation. On va en parler, puisque ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque où ce livre est publié, en 71, probablement qu'il a une portée, du moins les recherches que j'ai faites me ramènent que le livre a une portée, somme toute, assez limitée, sans doute assez confinée au cercle libertarien et individualiste. Il faut dire que lorsqu'on lit le bouquin, on sent que c'est quand même assez transgressif aujourd'hui, ça l'était encore plus à l'époque, et donc probablement que c'était un petit peu difficile, son acceptation sociale était un peu difficile à l'époque. Donc comment tu vois les choses? Mais oui, certainement, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens à gauche et à l'extrême gauche, notamment des anarchistes. Il y en a un certain nombre aux États-Unis, des anarchistes. Alors anarchistes plutôt collectivistes, hein, un peu dans la lignée d'un Proudhon, d'un Bakounine. Et puis bon, des penseurs anarchistes, il y en a eu pas mal aussi au XIXe siècle aux États-Unis. Et donc cette frange de gens qui se définissent parfois simplement comme étant des libertaires. Pas des libertariens, mais des libertaires. Il y a eu des hippies aussi, beaucoup dans les années 60 aux États-Unis. Ces gens-là, en fait,
pratique ce modèle de l'école à la maison et rejette catégoriquement l'école publique et l'école d'État. Donc finalement, Rothbard, il a essayé de développer un argumentaire et un argumentaire qui soit certes anarchiste, mais individualiste et surtout basé sur des mécanismes économiques. Oui. Parce qu'en fait, la grande critique qu'on peut faire des anarchistes de gauche, c'est que c'est pas viable en fait leur système, parce qu'il y a pas de propriété privée, donc il n'y a pas de véritable prix du marché. Ils sont contre la monnaie, il n'y a pas d'argent, donc on revient au troc, mais ça peut pas fonctionner. Donc imaginer une société sans État n'est possible que si on s'appuie sur les mécanismes fondamentaux de l'économie et si donc on est réaliste, quoi. Oui. Et alors, tu me disais, cette analyse de Rothbard dans ce livre, qui est sans doute un petit peu avant-gardiste, qui a une profondeur d'analyse qui n'est pas commune sur le sujet à cette époque, eh bien, cette analyse et ce qui est proposé, ça s'inscrit dans un mouvement naturel, dans une tendance historique concernant l'éducation, mais pas que. Est-ce que tu peux développer cette idée? Oui, c'est-à-dire que comme l'Église, il y a eu séparation de l'Église, de l'État. Donc, autrement dit, historiquement, ça a commencé comme ça. La religion était religion d'État pendant des siècles et des millénaires. Elle légitimait les Oui, proto-États, elle c'est ça. légitimait cette mafia plus ou moins bienveillante. Voilà. Et donc, on a progressivement séparé l'État de la religion. Ça, c'est toute l'histoire finalement du Moyen Âge, parce que le Moyen Âge, c'est la querelle entre l'autel et l'Empire. Et donc, cette querelle, elle a abouti à l'émancipation progressive de la monarchie vis-à-vis de la papauté, et puis finalement, voilà, de l'État tout simplement. Mais on voit se produire la même chose dans d'autres domaines. Alors, par exemple, eh bien, justement, le domaine des médias. Alors, là aussi, progressivement, les médias, des journaux, des publications sont nés du secteur privé et du marché. La monnaie, eh bien... Par rapport aux médias, ce que tu veux dire, c'est ouais. que même s'il n'y a pas de monopole d'État sur les médias, il y a un contrôle suffisamment prononcé pour que finalement ils soient influencés et que ça limite un petit peu l'étendue des opinions. Et que là, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est l'émergence de médias indépendants, etc. C'est de ça dont tu Alors, veux parler ou... je pense que c'est né déjà avec l'imprimerie. Voilà. Si tu Ah remontes, oui, c'est oui, ça, si tu effectivement. remontes beaucoup plus loin, l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, L'information, en fait, oui, finalement. ça a permis effectivement. Avant, il y avait une corporation qui étaient les copistes, les moines C'est copistes, et ça, c'était les seuls à pouvoir transmettre l'information. À partir du moment où il y a l'imprimerie, n'importe qui c'est ça. dispose de moyens et qui a sa machine à imprimer peut développer et transmettre C'est des ça, c'est la informations. démocratisation et la Oui, décentralisation, voilà, du savoir et de sa transmission. exactement. Ouais. Après, autre exemple, c'est l'économie, tout simplement. L'économie s'est progressivement émancipée de la mainmise de l'État. C'est notamment au XVIIe, XVIIIe siècle en France, où les économistes eh bien, ont argumenté et ont montré qu'effectivement, le libre marché était plus efficace que le protectionnisme. Donc, ça s'est fait progressivement, jamais complètement, mais en tout cas en grande partie. Et puis, grâce à la technologie, aujourd'hui, on peut effectivement se passer de l'État pour l'école, pour l'enseignement, pour l'éducation. C'est-à-dire qu'on Mmh. peut aller chercher sur Internet de quoi améliorer ses compétences, se former soi-même. En fait, l'auto-formation est aujourd'hui possible grâce à la technologie. De même que la technologie et Internet ont permis l'émergence de Bitcoin, aujourd'hui, l'éducation devient à nouveau une possibilité pour chacun, une possibilité de choix libre. C'est ça, donc en fait, l'idée, c'est que, quel que soit le bien ou service,
dont on parle, qu'on parle d'information, de savoir, de denrées alimentaires, de je ne sais quoi, de services de santé. Quand bien même on aurait un État qui serait vraiment bienveillant, animé des meilleurs desseins pour l'homme, etc. Le problème, c'est que de toute façon, il n'est pas en capacité d'être suffisamment proche du terrain et sur les différentes pour reconnaître véritablement les besoins, s'y adapter en permanence. Et donc, il est comparativement très inefficace par rapport au marché, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Et ça Déjà, vaut pour l'éducation. Je pense que c'est un ouais, aspect que relève bien Olivier Olivier Ledoy Ledoy. Olivier Ledoy, oui. lorsqu'il dit Ouais. que finalement, il est pas du tout en mesure Oui. de. Bah alors, justement, Murray Rothbard, si on revient au texte, dans les premières pages du texte, il explique une chose qui est très importante, c'est que une civilisation ne progresse que grâce à l'individualisation. C'est-à-dire que plus les individus peuvent euh, se former en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs talents, et Ouais. plus ils seront productifs et plus ils seront épanouis, bien sûr, mais aussi efficaces dans leur choix, dans leur développement futur. Donc en fait, l'éducation idéale, c'est celle qui s'adapte à chaque individu. Or, Ouais. l'État fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il ne peut que uniformiser, euh, parce qu'il est collectiviste et parce qu'il traite euh, font les individus comme des êtres totalement égaux. Euh, voilà. Donc déjà, il y a un problème fondamental à ce niveau-là. Je suis content Il que y a tu une reviennes. incompatibilité, en quelque sorte, entre une Ouais. éducation collectiviste et ce que devrait être naturellement l'éducation. Seul, et c'est là où justement on revient aux parents. Hein, les parents connaissent leurs enfants, Ouais. savent comment ils sont faits, savent de quoi ils ont besoin, et seuls les parents sont en mesure de prendre les bonnes décisions pour leurs enfants. Et non seulement ils sont en mesure de le faire, mais ils ont le droit de le faire. Ouais. Ils ont le droit absolu parce qu'ils sont les propriétaires de leurs enfants. L'État n'est pas propriétaire des enfants. Ouais, et il y a toute une section qui traite de cette Oui, question en particulier. Je suis content que tu abordes ce point de l'individuation, de l'individualisation comme vecteur finalement de progrès. d'enrichissement et de progrès. Parce que dans les conversations qu'on peut avoir entre bitcoiners sur X ou autre, on a vraiment beaucoup de sensibilités politiques, idéologiques différentes. C'est vraiment assez fertile, assez fécond comme échange. Et il y en a souvent qui sont un petit peu fatigués d'entendre les bitcoiners tout le temps marteler Leur leur individualisme, voilà, c'est ça, et ils sont là, ils disent: «Mais non, mais reconnaissez aussi qu'il y a quand même une intelligence collective. Il y a des choses qui se passent au collectif qui n'existent pas au niveau individuel et qu'on est fait pour on vit ensemble, on est des animaux sociaux» et cetera, et je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que, pour en revenir à la biologie, c'est vrai on est des mammifères et parmi les mammifères, parmi les créatures vivantes, on est sans doute celle qui est dotée au niveau sans doute biologique, moi je dirais aussi spirituel, mais même indépendamment de cela, on a une plasticité au niveau neuronal qui nous permet à l'échelle d'une vie effectivement de nous différencier, de nous individualiser de nos semblables et d'aller explorer des territoires de tout ordre, mentaux, physiques, et donc de générer une créativité qui va bénéficier au groupe et pas juste à l'échelle d'une vie, sur des générations et des générations. Et effectivement, ce que j'ai compris, moi, par le biais grâce à Bitcoin, en étudiant l'économie avec vous, c'est que c'est le marché, c'est la division du travail, c'est la qualité de la monnaie qui permet qui facilite finalement cette différenciation, quoi. Hein. oui, moi je dirais c'est la responsabilité individuelle. Hein. Lorsque les individus sont incités à exercer pleinement leurs responsabilités, c'est à partir de là qu'il peut y avoir, je dirais, une société harmonieuse. Parce que la responsabilité, c'est le meilleur régulateur des relations humaines.
On va avoir une incitation à respecter autrui, à échanger librement avec lui, à coopérer avec lui. Au fond, les individus coopèrent d'autant mieux qu'ils sont d'abord des individus responsables. Ouais. Donc oui, la responsabilité individuelle, elle est le socle et la racine de tous les étages qui vont ensuite venir se développer. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'était que cette critique de l'éducation de l'État, elle s'inscrit dans une tendance où finalement l'État va perdre le contrôle de la génération et de la production et de la transmission des savoirs, va perdre progressivement ses différents monopoles. Ouais. Et là, on a un contexte qui est très intéressant en ce moment, où les choses évoluent très vite, où dans un premièrement, on observe des évolutions technologiques assez marquantes depuis quelques décennies, et ça s'accélère, où on voit que le paysage éducatif évolue assez considérablement. On dispose de plateformes d'apprentissage en ligne, etc., qui permettent tout un chacun finalement de s'éduquer de manière de plus en plus indépendante, non? Ben, oui, c'est ça, effectivement. C'est cette fenêtre que nous offre la technologie qui permet des changements radicaux. En fait, très souvent dans l'histoire, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que c'est pas par la volonté simplement politique, par la réforme, que les choses ont changé. Si on regarde par exemple l'esclavage, on avait tous les arguments pour s'opposer à l'esclavage. Et pourtant, c'est le progrès technique qui l'a fait C'est les disparaître. moissonneuses-batteuses, Mais etc., oui, quoi. mais bien sûr. L'émancipation des femmes aussi, pareil. On avait tous les arguments éthiques, anthropologiques pour dire que les femmes étaient égales en dignité à tous les hommes. Mais simplement, il a fallu effectivement le progrès, la machine à laver et tout ça pour que. Et puis oui, la possibilité de travailler, enfin tout ça Il faut a que les réalisé quelque incitations chose. économiques soient Oui, alignées avec c'est ça. la vision et les aspirations morales, etc. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai que de plus en plus, les étudiants, les jeunes peuvent se demander si ils ont besoin de suivre tel ou tel diplôme, d'aller à l'université, ou est-ce qu'ils vont pas suivre les cours de cette top université mondiale disponible gratuitement en ligne? Est-ce qu'ils vont pas faire cette formation dispensée par tel acteur privé, c'est Ouais. certifié? Ça sera peut-être pas le diplôme qu'on avait il y a 20 ans et qui vous donnait le statut social, qui vous mettait directement en lien avec le réseau et vous aviez votre carrière assurée jusqu'à la fin de vos jours. Mais même l'attitude des recruteurs évolue à ce niveau-là, non? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par l'attitude des recruteurs? Eh Ah bien, oui, de si, plus en ça plus. y est, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, ne vont pas recruter sur la base de diplômes, mais vont recruter davantage sur la base des compétences et de la personnalité Oui. des candidats. Ça, c'est fondamental. Ça, on le voit. Alors, je ne dis pas que c'est partout, hein, mais il y a un mouvement là aussi qui se développe. Et, et c'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, le bac, on sait bien que c'est un faux diplôme. Hein. C'est un truc totalement fake. N'importe qui peut l'avoir, le bac. Ça ne représente absolument plus rien. Le fait d'avoir un diplôme universitaire, c'est pareil. C'est pareil. Tout le monde s'en fout complètement. Ça n'a plus de valeur parce qu'on sait très bien qu'en réalité, derrière, il n'y a pas. Il y a aucun moyen en fait d'évaluer une quelconque compétence. Par contre, on va chercher à tester la personnalité des gens, hein, c'est-à-dire leur capacité à être responsable, justement. Oui, ouais. On va leur demander des certifications, par exemple, Puis s'ils ont en une orthographe. attitude, en anglais, on parle de problem solving mindset, quoi. Est-ce que tu es dans une dynamique à trouver des solutions, quoi, quand tu as un Oui, oui. problème? Oui, mais après, il y a aussi des choses très incroyables, comme par exemple la certification Voltaire. Voilà, donc ça veut dire que vous allez passer une certification avec une entreprise privée
qui va vous délivrer un diplôme comme quoi vous savez lire et écrire. Ça s'appelle la certification Voltaire. Bah, ça a beaucoup plus de valeur que le bac. Ça, c'est pas juste l'entrée en 6e qui vient Non, mais le on est valider, quoi. dans un monde de fous, hein. Alors, on a d'une part des évolutions technologiques qui sont très favorables justement à une responsabilité, une responsabilisation de chacun par rapport à son éducation, du moins qui permettent à de plus en plus d'alternatives de voir le jour. On peut dire qu'il y a eu un mouvement, il y a eu une prise de conscience sur la pertinence de ces modèles alternatifs qui s'est faite à Ouais, l'occasion de la crise du Covid, où finalement bien les sûr. gens ont été forcés à sortir du système et puis à se rendre compte quand même de ces défaillances, hein. Je me souviens quand les gamins, là, quand on faisait la queue avec les masques et qu'il fallait être à 3 mètres des parents et que les gamins, ils portaient les masques pendant toute la journée. Bon, il y a eu quand même, je pense, pas mal de gens qui ont ouvert les yeux sur les limites du système. Mmh. Et puis, on a de plus en plus de débats. Alors, en France, peut-être un peu moins, mais outre-Atlantique, certainement, autour de l'endoctrinement qui a lieu dans le contexte scolaire, notamment autour de ces théories du genre, théories critiques du genre, de la race, qui sont promues de manière hyper autoritaire. En fait, il y a même pas de débat, Non, ouais. il y a même pas de droit à un véritable dialogue sur ces sujets. On est obligé de les absorber et de se soumettre Oui. à ces nouvelles Bah, positions, non? oui, c'est le dernier avatar de la propagande idéologique de gauche, c'est le wokisme. Bon, mais ça n'est que un nouveau package en fait, hein, de quelque chose qui existe en fait déjà depuis le 19e siècle. Alors, en fait, le créateur de tout ça, on pourrait dire, c'est Marx, hein, avec la lutte des classes, hein. C'est de faire croire que l'économie capitaliste, c'est l'exploitation de la classe dominée par la classe dominante. Et après, on a dit, oui, mais de toute façon, la culture européenne, c'est l'exploitation des Noirs par les Blancs. Et puis, de toute façon, la famille traditionnelle, c'est l'exploitation des femmes par les hommes. Enfin, tout ça est du même acabit et c'est absolument navrant, quoi, C'est ça. de bêtises absolues. Mais c'est enseigné de manière totalement dogmatique et effectivement autoritaire, comme tu le dis. Euh, Et on fragmente de plus en plus le collectif en des minorités qui sont tout le temps victimisées. Et ceux qui sont pas victimisés, finalement, ils ont intérêt à se sentir bien coupables de tout ce qu'ils ont fait de mal ouais, par le passé, même si c'était pas eux, c'était leur arrière-grand-père dans un contexte fort différent. Et on se retrouve avec un collectif totalement morcelé, totalement démuni parce que moralement, on fait tout pour empêcher qu'ils créent ensemble. Et donc, le seul qui peut leur permettre de survivre, bah, c'est cet État qui leur impose de les administrer, quoi. Il faut juste qu'ils filent plus de sous, quoi, et qu'ils redistribuent tout. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors, si tu veux, pour raccrocher avec le bouquin de Rothbard, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'il nous dit, c'est que l'éducation n'est pas un droit collectif. Parce que ça aussi, c'est un espèce de grand mensonge, c'est de faire croire que j'ai droit à l'éducation. Et donc, si j'ai droit à l'éducation gratuite, attention, à l'éducation gratuite, alors l'État doit me fournir eh bien, un service. Mais en fait, cette notion de droit collectif est une notion totalement fausse et vide, parce qu'elle repose sur la spoliation. En fait, tu ne peux pas obtenir un droit à quelque chose, un droit au logement, un droit à la santé, un droit à la retraite, si tu n'exiges pas des autres qu'ils travaillent pour toi, en fait, Ah et ouais. qu'ils te financent ce service. Or, l'éducation, l'école nationale, l'éducation nationale, c'est un service qui est financé par le travail des autres. Et souvent, d'ailleurs, les parents payent deux fois, parce qu'ils payent une fois avec leurs impôts, puis ils payent une deuxième fois quand ils mettent leurs enfants à l'école privée. Et donc, cette notion de droit à quelque chose, c'est une notion qui est née, en fait, là aussi au 19e siècle, et qu'on continue à répandre avec de plus en plus de droits à. Hein. Aujourd'hui, tu auras, je sais pas moi,
droit au hamburger, quoi, le droit à je sais pas quoi. Enfin, on va toujours inventer de nouveaux droits. Le droit à changer de sexe. C'est Voilà. ça, puis j'en C'est parlais le dernier avec, truc à la mode. ouais, puis j'en parlais avec Daniel Prince là dans cet épisode, je sais pas si c'est 98 ou 99, mais c'est cette histoire de droit à l'éducation, c'est un agenda international, Education for All, qui est porté par l'UNESCO entre autres. Ouais, ouais. Et bon, ça part d'une bonne Oui, intention, j'imagine, oui, mais moi, ce oui. que j'ai pu voir dans ma carrière professionnelle dans les pays en voie de développement, c'est que ça se traduit par des enfants qui sont finalement qui se retrouvent forcés d'aller à l'école où ils apprennent à peu près rien du tout, hein, Ouais, c'est de la répétition débile. Alors pour certains d'entre eux qui ont un fort potentiel, parce qu'il y a des génies partout, bah, ça va être une opportunité parce qu'ils vont quand même réussir à piger quelques trucs et puis ils vont apprendre de leur côté, ils vont réussir à apprendre malgré et ils vont peut-être, connaître une ascension sociale et ils vont déployer leur potentiel et puis servir, le groupe. Mais pour beaucoup d'entre eux, en fait, ça va être juste une perte de temps. Pour les parents, ça va être une perte d'opportunité puisque les enfants, ils pourraient être sans doute bien plus utiles à la maison, même dans l'agriculture ou dans des trucs comme ça. et Tout le monde n'a attention, pas alors, ouais, vocation à se faire, endoctriner et à ouais. perdre son temps à l'école, quoi. Et ça n'empêche pas d'ailleurs les parents de créer de petites écoles, là aussi, de villages ou Voilà. de quartiers, mais pleinement adaptées aux besoins et au rythme aussi du travail et des saisons. Ouais. Voilà, donc ouais, moi je dirais que, tu vois, il n'y a pas de droit à, par contre, il y a des droits de. Le véritable droit, le droit qui est légitime, c'est le droit de faire quelque chose librement sans en être empêché par les autres. Par exemple, le droit de me soigner, le droit de travailler, le droit d'épargner pour ma retraite. Tu vois, c'est complètement différent du droit à la retraite. Hein. Le droit à Ouais, la ouais, retraite, ça veut ouais. dire que c'est un droit qu'on va exiger que les autres payent à ma place. Ou le droit d'éduquer ses enfants. Voilà, le droit d'éduquer ses enfants. Ce droit-là, c'est le droit des parents, et c'est un droit fondamental parce qu'il est corrélatif d'un devoir. Hein. Un vrai droit est toujours corrélatif d'un devoir, un devoir personnel, individuel. C'est-à-dire que les parents ont le devoir de s'occuper de leurs enfants et de leur donner le meilleur pour qu'ils puissent justement donner aussi le meilleur d'eux-mêmes. Et bien donc, les parents, à ce moment-là, ont le droit, parce qu'ils ont ce devoir de veiller sur leurs enfants, ils ont le droit de les éduquer. Et donc, ça veut dire de choisir l'école Voilà. qu'ils souhaitent pour leurs enfants, Et conformément là à leurs attentes, à leurs préférences, à leurs convictions. et ça, c'est très important et c'est un sujet vraiment pleinement d'actualité parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, le 3 mai 2025, une loi a été, votée, et passée au Texas, qui crée un programme de vouchers, donc tu en parlais tout à l'heure, ce sont des bons. C'est doté à hauteur de 1 milliard de dollars et ça permet aux familles texanes d'utiliser des fonds publics pour des écoles privées. C'est-à-dire on redonne, on encourage vraiment, on incite économiquement les parents à faire un choix pour l'éducation de leurs enfants. C'est ça. On leur redonne le choix. Et donc ça, c'est vraiment, on réintroduit finalement une concurrence sur toute cette juridiction, sur tout le Texas. On va voir des entrepreneurs de l'éducation sans doute tenter l'aventure, essayer de proposer quelque chose qui colle mieux aux attentes de la société, qui s'appuie davantage sur les outils, les technologies disponibles pour répondre aux besoins de différents types d'enfants, quoi. Hein. Oui, 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 on réintroduit effectivement la responsabilité pour les parents, le choix libre et volontaire de l'école. Bon, l'école reste obligatoire, hein, c'est-à-dire que bon, on est toujours dans un cadre malgré tout enfin, je dirais pas de monopole, mais en tout cas de service public. Voilà, on est dans un cadre de service Ouais. public. Bon, ça, Murray Rothbard le critique, mais je trouve que c'est déjà un grand pas. Il faut Ah, ça effectivement va le dans le bon saluer. sens, hein. Il faut le saluer. C'est une solution mixte, on va dire, qui n'est pas aussi radicale qu'on pourrait le souhaiter, mais qui a le mérite d'exister et de permettre un progrès. Bah, c'est-à-dire que ce monopole d'État, il va se démanteler dans bien des cas, je pense qu'il va se défaire, se démanteler, progressivement, hein. Et il y a cette autre mesure qui a été prise, en mars 2025 par Trump,
qui a signé un décret pour démanteler le ministère de l'Éducation au niveau Oui, fédéral, où là, en fait, il redonne les responsabilités à chacun des États. Il réduit le contrôle fédéral et en fait, tout ça, c'est quand même pas mal. Ça provient en fait d'un ras-le-bol assez partagé par une bonne partie de la population qui voit dans le ministère de l'Éducation fédérale un outil d'endoctrinement, notamment ouais, sur ces aspects idéologiques qu'on a abordés qu'on a là à évoqué. l'instant. Qu'on a Ouais. évoqué. Mais ce qui est amusant et en même temps déplorable, hein, mais c'est que on a Emmanuel Macron, notre président français, qui appelle tous ces universitaires qui ont plus de crédit à venir en France et dans l'Union européenne, en disant on va vous aider, on va vous donner de l'argent, etc. Et dans le même temps, nos meilleurs cerveaux en France sont aux États-Unis, c'est-à-dire on fuit depuis longtemps et continue. Moi, j'ai enseigné dans de très très bonnes écoles parisiennes où je vois que effectivement la plupart de mes élèves, alors soit effectivement ils cherchent à entrer dans les très grandes écoles, ou alors ils vont faire leurs études supérieures en Angleterre et aux États-Unis. Mm. Voilà, donc il y a il y a un paradoxe à vouloir faire venir les plus médiocres qui sont aux États-Unis chez nous, pendant que nous, nos meilleures élites intellectuelles s'en vont aux États-Unis. C'est complètement absurde. D'autant plus que je crois que le budget qui est alloué à ces incitations, c'est assez peanuts par rapport au programme de recherche. Je crois qu'il y avait une comparaison, ça Oui, mais c'est ça. correspond, c'est pas grand-chose, hein. Mais non, mais ça va être encore un C'est flop un effet total. d'annonce, je sais pas, Un bref. flop total. Enfin, bah oui. Non, mais bon. On Non, arrive mais un petit peu à la... Oui. pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, parce que ça, c'est tellement risible que bon, ça vaut pas la peine d'en parler tellement. Mais quelque chose de beaucoup plus important, qui est que finalement, si on doit retenir quelque chose de ce livre, hein, L'éducation gratuite obligatoire de Murray Rothbard, c'est que, fond, l'école, c'est une institution sociale qui existe et qui a sa légitimité indépendamment de, de l'État. Hein. C'est-à-dire Ouais, que ouais, ouais, par elle-même, l'école existerait si l'État n'existait pas. Pourquoi? c'est ça. Parce que elle répond à un besoin. Elle répond à un besoin naturel des parents de pouvoir, parce que Transmettre. les parents ne sont pas eux-mêmes compétents pour faire l'école à leurs enfants. Ça, il faut quand même bien le dire. Et je pense que c'est vrai. Hein, les parents ont d'autres choses à faire et souvent, ils ont un lien affectif avec leurs enfants qui rend l'enseignement difficile. Alors, dans certains cas, on n'a pas le choix et il faut le faire. Mais idéalement, il faudrait que l'enseignement soit confié à des enseignants dont c'est le métier et qui en ont les compétences. Mais ça a toujours existé et ça existera toujours, même sans l'État. Ouais. Parce que justement, ce besoin, il est fondamental. On a dit c'est la formation d'un capital intellectuel et c'est absolument nécessaire à l'évolution d'une société. Et puis les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. C'est ça. Donc, spontanément, il y aura des institutions sociales qui se développeront pour prendre en charge ce besoin. Ça, et à une époque où l'objectif, c'est de former des bataillons disciplinés ou alors des cohortes d'ouvriers qui vont finalement avoir pour fonction, du moins, dont il faudra qu'ils soient super disciplinés, et, voilà, qui réfléchissent pas forcément trop, mais qui fassent leurs petites tâches bien comme on leur demande. Donc, l'éducation d'État était l'outil qui convenait, en fait, hein. Mais là, s'il s'agit, et de plus en plus, il s'agit de permettre à l'individu de faire des tâches que les robots ou que les drones ne font pas, donc d'être pleinement humain et de révéler tout son potentiel, là, il faut vraiment que le professeur, ce soit pas juste n'ait pas une approche uniforme pour créer des contingentes comme Bien ça, des sûr. cohortes homogènes, mais vraiment s'intéresse à chacun, quoi, non? Mais tu vois, dans le passé, les professeurs étaient des gens qui se mettaient au service des familles, qui étaient des précepteurs. C'était des précepteurs. Donc les familles payaient des gens pour venir
enseigner dans leur maison à leurs enfants. Alors, évidemment, l'objection qu'on entend toujours, c'est de dire « Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous faites des pauvres hein? Les pauvres, eux, ils peuvent pas se payer, etc. » En fait, la réponse, c'est de dire, dans un système de libre marché, eh bien, les gens seraient moins pauvres, hein, déjà. Premièrement. Pourquoi? Parce qu'ils seraient moins volés par l'État. Hein, aujourd'hui, je veux dire, le smicard, il donne la moitié de son salaire à l'État. Je veux dire, il est à moitié esclave, quoi, en quelque sorte. Donc, dans un système de libre marché, les gens seraient moins pauvres. Et surtout, ils seraient davantage responsabilisés. Hein, ils seraient davantage confrontés à leurs devoirs. Hein. Alors, et puis, je pense que c'est pas tellement une question de moyens, c'est beaucoup plus une question de préférence temporelle. Tu sais, c'est un concept de l'école autrichienne d'économie qui est très intéressant. C'est que dans le système étatisé actuel, les gens ont une préférence temporelle très haute, c'est-à-dire qu'ils valorisent énormément le présent. Et donc, une gratification immédiate, quoi. Voilà, donc ils consomment n'importe quoi, n'importe comment. C'est toujours à court terme. Tandis que dans une société de droit privé, eh bien, on aurait une préférence temporelle beaucoup plus basse, c'est-à-dire que on valorise le futur plutôt que le présent. Et donc, on est prêt à investir de l'argent pour l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, les gens considèrent l'école comme une garderie, ils mettent leurs enfants et ils n'en ont rien à faire de ce qui peut s'y passer, sauf bon, si ça leur déplaît vraiment, mais généralement, c'est pas leur problème, quoi. Voilà. Alors que quand tu payes pour l'éducation de tes enfants, eh ben, tu es attentif et tu veux qu'il y ait un retour. C'est normal, tu investis, il y a un coût, tu veux un profit. Mais les coûts de l'éducation, ils vont techniquement, la technologie va les faire baisser considérablement. Moi, j'imagine tout à fait un scénario, si tu veux, où, quels que soient tes revenus, tu vas avoir accès à peu près l'immensité des savoirs qu'a produit l'humanité, puisque déjà, c'est le cas, quoi. Sur Internet, tu as accès à tout. Ce qui est difficile, c'est de discerner ce qui te convient, ce qui t'est accessible, ce qui fait du sens par rapport à ton projet personnel, à tes moyens, tes capacités. À ton calcul économique, oui. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, je pense que je me rappelle d'une conversation qu'il y avait eu entre Jordan Peterson et puis donc le psychologue canadien et puis Brian Romello qui est bitcoiner mais qui est technologiste, assez polymathe. Ils avaient une discussion justement autour de l'IA qui dans la mesure où si jamais elle est personnalisée, c'est-à-dire auto-hébergée et qu'elle ne laisse pas fuiter des informations privées, ça peut être un outil très intéressant pour être en conversation. Ça peut être une sorte de coach, si tu veux, qui viendrait pas se substituer à une relation avec un vrai coach humain, tu vois, quelqu'un comme toi qui viendrait passer du temps avec mes enfants, pour vraiment passer régulièrement des temps avec eux, soit pour approfondir des notions, soit initialement pour définir un petit peu, pour essayer de voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire, des trajectoires possibles pour eux, pour des projets un peu professionnels, etc. Ou qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment, puisqu'on sait bien les travaux de psychologie de Piaget et autres ont montré qu'il y avait des fenêtres d'intérêt qui s'ouvrent à certains moments et qu'il faut exploiter, quoi. Bon, et à partir du moment où tu as quelqu'un d'humain, qui a cette sensibilité, qui arrive à reconnaître ces opportunités qui s'ouvrent, eh bien ensuite tu peux engager la technologie pour venir t'accompagner, te proposer de manière sur un parcours très progressif, des contenus qui vont te permettre d'assimiler des notions. Et puis tu vois ensuite, et puis à partir du moment où tu as le virus pour telle ou telle discipline, bon bah tu avances tout seul à une vitesse prodigieuse, quoi, tu vois. Et en fait, ça peut être des savoirs comme ça peut être des savoirs intellectuels comme des savoir-faire aussi. Donc je pense que techniquement, finalement, ce monde, il est pas très loin. Et voilà, moi je suis très optimiste. Je pense qu'on aura bientôt des modalités technologiques et d'accompagnement analogiques avec des vrais humains, des vrais coachs, des vrais mentors qui vont permettre à tout à chacun, indépendamment de sa condition économique et de son potentiel, de progresser dans la vie et de donner plus
de donner plus à l'humanité, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est plus facile à faire quand on est dans un système monétaire qui nous permet de nous projeter un petit peu plus loin, de pas, voilà, parce que dans le système fiat, c'est difficile. Oui. On Peut-être, en revient à Bitcoin, c'est ça. qui permet effectivement de ne pas subir l'inflation. Et comme on le sait, l'inflation, c'est une spoliation, c'est un transfert de richesse des pauvres vers les riches. Alors, peut-être pour terminer, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce livre est génial. Il est assez Ouais, court, donc ceux qui préfèrent le lire, le liront très facilement puisqu'en plus, comme on a pu le dire, le style est très accessible. Vous pouvez bien sûr l'écouter, via ce podcast, hein, ça fait l'objet de 6 épisodes et on a souligné un petit peu, le fait qu'il y a tout ce travail, historique, qui permet de retracer l'origine de l'école, gratuite et obligatoire. Et puis ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'associer dans chaque épisode ou d'insérer dans chaque épisode un petit extrait de cet essai d'Olivier Ledoy qui nous démontre en fait toute la pertinence de cette analyse de Rothbard dans le contexte actuel français. Tu nous as parlé un petit peu d'Olivier Ledoy. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les apports de cet essai? Bah, écoute, moi, déjà sur le personnage, je tiens quand même à souligner que c'est quelqu'un qui a fait l'école polytechnique en France. Ensuite, il est allé au MIT, il a fait un doctorat en finance. Puis, il est devenu professeur de finance à Zurich et à Lausanne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel assez impressionnant, un peu comme Yorick, Yorick de Montbine, qui est passé aussi par les grandes écoles HEC, Sciences Po, l'ENA. Donc, en même temps, c'est quelqu'un qui a gardé la tête froide, c'est-à-dire qui ne s'est pas fait endoctriner et qui a été capable justement de rester lucide sur justement le charlatanisme de l'éducation nationale. Voilà. Bon. Donc, en lisant ce petit essai de Olivier Ledoy, vous aurez, je pense, l'essentiel de ce que nous dit Murray Rothbard, mais avec un argumentaire qui répond à des objections. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il pose des objections, les objections qu'on entend. Et je vous en ai donné un petit peu, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait des pauvres, c'est bien gentil de vouloir une éducation privée sans l'État, mais on fait quoi des pauvres? Ça, il en parle, il le développe. Il développe aussi, il y a tout un passage sur l'impossibilité du calcul économique en régime collectiviste. Ça, c'est la critique du monopole, et cette critique, elle a été faite par Ludwig von Mises dès 1920. C'est incroyable, c'est en 1920 qu'il publie cet article qui déjà prédit que le système soviétique va s'effondrer. Voilà, on va trouver des choses comme ça. Donc vraiment, vraiment passionnant. Et puis toute la dimension historique sur Jules Ferry, je me souviens qu'il parle beaucoup de Jules Ferry aussi, pour expliquer comment cette éducation gratuite et obligatoire s'est mise en place en France. C'est ça. Peut-être en guise de teasing, je vous lirai ce petit passage de cet essai. L'objectif de la présente étude est d'être la première dans la France contemporaine à remettre en cause 129 ans de lois sur l'éducation. Cela recouvre toutes les lois sur l'étatisation de l'école, depuis la première loi Jules Ferry datée du 9 août 1879 incluse. On ne peut pas aller plus loin. Pour être précis, nous diviserons le problème en 2 questions distinctes. L'État est-il capable d'instruire les enfants? Et peut-on faire confiance à l'État pour instruire les enfants? Voilà, c'est tout un programme, c'est passionnant. Voilà. 2 questions. À lire et ou à écouter sur le podcast. Damien, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était vraiment un immense plaisir de t'avoir. Ouais. On a eu une super conversation de 1h50. Et puis, je te souhaite vraiment bon vent. On sait qu'on va vraiment, tu vas enrichir vraiment l'offre éducative sur Plan B Network. Et j'espère que tu pourras aussi créer beaucoup de liens entre notre communauté de Bitcoiners et puis tous ces mouvements libéraux européens et internationaux que tu connais si bien et avec lesquels on a tant en commun.
Voilà. Merci beaucoup, Damien, et à très bientôt. À bientôt.